On est là. Bonjour à tous, premier webinaire de 2025 sur notre chaîne CiblWeb Connect. Aujourd'hui, on accueille Guillaume Guillès, qui est le dirigeant fondateur de notre agence CiblWeb, qui va faire un webinaire pendant 30 minutes sur les marketplaces, les stratégies gagnantes pour 2025 et le rôle d'un intégrateur de flux pour développer son business sur les marketplaces. Bon, bonjour, merci Samuel pour la présentation. Tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année à vous tous. Petit test pratique, est-ce que tout le monde m'entend et me voit correctement? On a un chat à côté sur lequel on peut dialoguer. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez une difficulté à ce niveau-là. Pour moi, j'entends bien Samuel qui n'est pas dans le même lieu que moi. Est-ce que c'est bon pour vous aussi, pour tous? Si vous pouvez juste mettre OK pour qu'on soit sûr que vous nous entendez bien. Je pars du principe qu'on est bon. Je vois qu'il n'y a pas de réponse. Pas de réponse, ça doit être bon. OK. Premier élément, oui, stratégie pour réussir sur les marketplaces en 2025. Alors, les meilleures stratégies. La première des stratégies déjà, c'est d'y aller. On a encore trop de fois des PME qui nous contactent en se posant des questions sur le bien fondé ou pas d'une stratégie de présence sur les marketplaces. J'aurais tendance à dire, alors oui, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, absolument, il y aura un replay. Et la vidéo sera aussi accessible sur notre chaîne YouTube. Tout à fait, le replay sera sur Webikeo dès cet après-midi et sur notre chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien en cours de webinaire dès cet après-midi également. OK. Donc, par rapport à la réussite sur les markets, donc oui, premier enjeu, c'est déjà être présent. Voilà. Les meilleures stratégies sont celles qui sont sur des prises de décision relativement rapides. Quand, par exemple, une place de marché vous sollicite pour faire un test, mieux vaut y aller plutôt que d'attendre, parce que si d'autres marchands prennent la place avant vous, après, c'est un peu dommage. Les bons conseils, bien évidemment, les bons produits, même si j'ai tendance à penser que tout peut se vendre sur une marketplace. Tout ne se vendra pas sur toutes les marketplaces de manière générale. On a des marketplaces ultra généralistes, Amazon, eBay, Cdiscount, Rakuten, par exemple. On va avoir des ultra spécialisés. Si on prend une Maison du Monde, un Redoute, on va avoir des choses comme ça. On va avoir beaucoup de marketplaces de seconde main, back market, par exemple. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des stratégies très intéressantes à regarder du côté du Bon Coin également, sur des produits à déstocker, sur des choses comme ça. Voilà, Amazon ayant plus une stratégie marque, on le voit bien. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. L'essentiel, c'est d'essayer. Point super important par contre, la logistique et le traitement de la commande. Un des enjeux clés sera logistique. Si effectivement vous êtes sur une stratégie avec du dropshipping, que vous n'avez pas les produits en stock, attention à vos délais de livraison annoncés, attention aux problématiques connexes que ça peut poser dans la gestion technique, mais l'enjeu sera vraiment un enjeu clé au niveau logistique. Ça, c'est un point pour moi vraiment crucial. C'est-à-dire, si on doit véritablement retenir un élément, bon produit, l'importance de la donnée transmise, on va y venir un peu après au niveau du flux, au niveau de ce qu'on attend dedans, mais bon traitement logistique, récupération rapide de la commande. Je ne vais pas vous vendre du temps réel qui n'en est pas, parce que dans tous les cas, votre commande ne partira qu'une seule fois par jour depuis l'entrepôt. Mais ceci étant, bonne gestion, éviter les ruptures de stock, éviter ce genre de choses. Voilà. Une stratégie que je recommande, c'est de commencer par une market. En général, beaucoup d'entre nous, on recommande de commencer par Amazon, qui est assez complet dans sa vision, pour après élargir très vite sur d'autres places de marché. On peut imaginer qu'on démarre sur le mois 1 sur Amazon et que dès le mois 2, on fait 2-3 autres marketplaces qui auront peut-être des volumes de commandes inférieurs, encore que ce n'est pas dit selon les univers, mais qu'on pourra ensuite industrialiser. On a des clients, nous, qui ont jusqu'à 40 marketplaces connectés. Ça ne pose aucun souci. Il faut juste avoir les stocks et la capacité derrière. Est-ce que déjà sur ce premier élément, je suis clair pour tout le monde? Est-ce que, j'aime bien poser la question, j'ai oublié de le faire en préambule, est-ce que la notion déjà de marketplace est claire pour tout le monde? Le fait de vendre sur un site qui n'est pas le vôtre, sur lequel vous allez juste poster votre offre produit, votre catalogue pour faire simple, et sur duquel vous allez récupérer les commandes générées sur la marketplace. Et la marketplace vous rétrocédera le montant de la vente moins sa commission. Ce n'est pas un support qui génère de l'audience vers vous, c'est un support qui génère des commandes. Voilà. Pas de questions pour l'instant au niveau du chat? Tout est clair? N'hésitez pas. Hein. Je préfère qu'il y ait des questions, même des questions bêtes. Il n'y en a pas à mes yeux, mais vous pouvez considérer que vous auriez peur de la poser.
toute question est importante. S'il n'y en a pas, pour l'instant, je passe à la suite. Alors, hop là. Voilà, aujourd'hui, on voit que les marketplaces sont un vrai relais, mais au-delà d'un vrai relais, c'est 60% de l'audience du e-commerce dans le monde. Donc la question n'est même plus de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ce serait presque de se dire pourquoi je n'y suis pas. On a quelques exceptions à la règle qui me font dire on peut ne pas y aller. Quand je suis en B2B, quand je vends au pro, bon, il y a selon les univers et selon les niches. Quand je suis sur un univers extrêmement ciblé où la marketplace n'a pas d'offre aujourd'hui, que j'ai encore un très bon référencement, je peux entendre certaines réticences. Quand je suis sur un produit normé, structuré, quel que soit le produit, hein, que ce soit, je dirais, de l'accessoirie à 20 € à des produits à plusieurs milliers, la présence marketplace, elle a du sens, ne serait-ce que pour tester, dans certains cas, de l'investissement à l'international. Point super important, elles ont l'audience. Donc, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Si sur la première page de Google, quand on tape une recherche qui correspond à votre produit, on voit apparaître sur les 10 résultats naturels, voire publicitaires, il y en a un peu plus que 10, alors, une hégémonie des marketplaces, c'est-à-dire qu'elles trustent toutes les positions, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller investir massivement en SEO bêtement, vous ne repasserez pas devant les places de marché. Je préfère le dire de manière crue, c'est un débat qu'on a souvent en interne, parce que chez Cible Web, on est à la fois éditeur d'EasyFlux, mais on a aussi un pôle SEO. Selon les actions, selon les marchés, on recommande de ne pas y aller au niveau du SEO, parce que si la marketplace est déjà présente, vous allez investir pour rien. Voilà, sachez-le. Ça fait partie des enjeux là-dessus. Voilà. Pas de questions jusque-là. Tout est clair pour tout le monde. Samuel, de votre côté, on est cohérent. Je vous laisse regarder sur le chat s'il y a des questions. Ah. Samuel, par contre, je ne vous entends plus. J'ai perdu votre micro. J'ai coupé le micro. La petite question, ce serait quels critères les commerçants doivent prendre en compte pour choisir les marketplaces sur lesquels se lancer? Vous avez dit en effet que ce n'était pas pertinent pour tout le monde. Quels sont les grands critères qui seraient importants à prendre? Ça permet de choisir sur quel marketplace je vais? Oui, également. Quels critères sont importants pour se lancer sur les marketplaces? Alors, pour se lancer, c'est très simple. Avoir une offre produit simple. On ne teste pas l'intégralité de son catalogue. On commence avec 10, 20 produits, 100 000, peu importe. Bien maîtriser sa logistique. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr de sa capacité de livraison et de traitement, on n'y va pas. Parce qu'on sait pertinemment que c'est le critère qui va être le critère prépondérant, la capacité à expédier. Je dirais la complexité du produit. Plus le produit est simple dans son acte de vente, mieux c'est. Si on est sur un produit ultra configurable, personnalisable, c'est moins l'axe sur lequel il faut aller. Ensuite, on a des fois des synergies évidentes. Quand on est dans la déco, par exemple, avec un Maison du Monde, Nature et Découverte, un Redoute ou des marketplaces comme ça, ça marche aussi avec Amazon. Donc, on va avoir des stratégies qui peuvent être soit hyper nichées sur des marketplaces très ciblés, Leroy Merlin, Casto, des choses comme ça, soit des stratégies qui vont être commencer par de l'ultra généraliste, et auquel cas là, on a vraiment une hégémonie d'Amazon, et après aller sur des plus spécialisés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Tout dépend d'abord pour moi la gestion du volume et la gestion de la problématique de la logistique. C'est pour moi les enjeux clés. La gestion de l'intégration de l'offre produit, elle est très simple avec des agrégateurs aujourd'hui. Ce n'est pas un chantier incommensurable. Je ne sais pas si ça répond à la question, Samuel. Si, ça répond à la question. Et moi, je me demandais, ça peut être pertinent du coup pour un marchand qui a des produits de niche, de segmenter son catalogue selon les marketplaces sur lesquels il se positionne, de mettre des produits sur Amazon, d'autres sur Maison du Monde? Oui, peut-être, ce n'est pas indispensable. Ça peut être un axe, ce n'est pas indispensable. Tout comme l'axe du pricing différent. On peut avoir des politiques de prix différentes par marketplace, on peut avoir des stratégies. Par contre, moi, là où je suis plus sensible, c'est les stratégies SEO, avoir des contenus différents sur les marketplaces de ce que j'ai sur mon site. Même si, comme je l'ai dit, on peut ne pas faire du SEO en angle je dirais prioritaire selon sa stratégie produit, ça n'empêche qu'on ne va pas donner toute sa data au market. Après, la segmentation, dans la mesure où quelque part, elle n'impacte pas le prix, parce que quand vous vendez sur Maison du Monde, que vous mettiez 100 ou 1000 références, le prix que vous allez payer à Maison du Monde est le même.
Je ne sais pas s'il faut pousser jusque-là. Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Ok, très bien. Passe à la slide suivante. Ouais, sur les bonnes pratiques. Ah non, sur les bonnes pratiques, excusez-moi. Ben déjà, pourquoi vendre? Tout simplement parce que c'est là que sont vos consommateurs. Pour moi, la réponse la plus cohérente, elle est là. C'est les millions d'acheteurs qui sont là. C'est les millions d'acheteurs qui sont présents qui font l'intérêt. Ne nous l'aurons pas. Pourquoi est-ce que les gens achètent massivement sur des marketplaces? Alors, vous l'avez dit en point 2, Samuel, c'est la plateforme de confiance pour les consommateurs, ça c'est évident. Ça c'est évident. Et ça fait que les acheteurs sont là. Donc, on peut des fois se battre contre des moulins à vendre, mais on n'arrive pas, quand vous prenez le top des sites les plus fréquemment visités et les plus fortes audiences de la FEVAD, vous voyez que dans le top, vous avez toujours des marketplaces. Il y a une capacité de pénétration du marché qui est juste incroyable. Voilà. Aujourd'hui, bah oui, on parlait du Bon Coin. Le Bon Coin est une marketplace, à mes yeux, tout à fait pertinente. Elles ont effectivement des outils intégrés. Oui, on a pour certaines marketplaces, et ça va se généraliser, leur propre régie publicitaire. Aujourd'hui, pour moi, le premier concurrent de Google Ads, voire de Google Shopping, c'est Amazon sur son offre publicitaire. En tout cas, pour Google Shopping, c'est Amazon sur son offre publicitaire, puisqu'elle cible une population qui est déjà consommatrice sur sa plateforme. Elles ont des outils de pub, on le sait, ce qu'on appelle le retail media, qui est en train d'exploser là-dessus. Certaines marketplaces proposent également de gérer votre logistique, le fameux fulfillment intégré, donc que ce soit du FBA pour Amazon, je crois que c'est Discount avec Octopia le propose aussi. Je crois qu'on a aussi Mano Mano qui propose ce genre de choses. Bon, moi, je suis un peu moins fan, sauf peut-être pour le FBA parce que c'est simplifié à l'extrême. Souvent, la notion d'externalisation de la logistique, elle s'est déjà posée au-delà des markets. Donc, un bon logisticien sait gérer des marketplaces sans difficulté. On a même certaines, pour ne pas reciter notre marque, cette marque américaine, qui intègrent carrément de l'offre transport. Amazon est devenu un transporteur avec un coût au colis très très bas. Donc, c'est vrai qu'il faut tout regarder. Mais attention, par contre, plus les outils sont intégrés, plus on se crée de la dépendance à ces solutions-là. Attention aux hausses de prix. Si demain le coût logistique explose sur une marketplace avec laquelle vous travaillez, à qui vous avez confié votre stock, les engagements contractuels ne sont pas les mêmes qu'avec votre logisticien ou votre transporteur. Le dernier point pour moi est évident. C'est clair aujourd'hui. Si je suis une marque et que je veux tester ma commercialisation à l'international, je vais sur des marketplaces. Ça, c'est évident. Je ne vais même plus m'embêter à avoir une stratégie par pays. Parce que, ne serait-ce que si on prend l'exemple de la Chine aujourd'hui, on le voit très bien, c'est sur les markets que se fait la commercialisation. À l'ère de l'IA, la traduction est beaucoup plus simple par les outils intégrés là-dessus. Et si on regarde, le coût marketing d'acquisition client sur une stratégie internationale est beaucoup plus élevé que la commission qu'on laissera à la marketplace. Donc, dans un temps 1, c'est évident que la stratégie cross-border ou transfrontalière est plus adaptée par les places de marché. Voilà, c'est beaucoup plus logique. La difficulté de la commercialisation d'un produit sur l'Allemagne qui n'obéit pas aux mêmes règles de marché que la France ou sur l'Espagne qui est un pays encore différent. Pour prendre deux exemples extrêmes, l'Athènes d'un côté et Germaine de l'autre dans leur process d'achat, font que oui, la réponse marketplace, elle a du sens. Elle n'a fait que s'accroître au fil des années. Pour moi, le transfrontalier est un des axes majeurs sur les marketplaces, évidemment. Après, comme vous dites, il y a un aspect réglementaire selon les pays, puis peut-être une question de pertinence. Certains articles seront pertinents pour des pays, peut-être pas pour d'autres. Alors oui, il y a ce point-là. Il y a un deuxième point sur lequel aujourd'hui il faut être vigilant, qui est un point réglementaire et technique, c'est la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on va vendre à l'international, donc hors frontière France, au sein de la CE, mais de l'Union européenne, mais hors frontière France, s'applique la TVA du pays de destination et non plus comme c'était le cas avant, une absence de TVA. Donc il y a cette notion-là où la marketplace collecte la TVA en lieu et place de l'État. Donc il y a des contraintes qui sont arrivées depuis un an et demi autour de la TVA, simplificatrice à terme, mais un peu étatique aujourd'hui, à savoir que il faudra quand même être clair là-dessus. Demandez à vos experts comptables, parce que c'est aussi un sujet quand on fait l'international sur les markets, que de gérer cette problématique de TVA. C'est une question qui a été posée dans le chat d'ailleurs. Qui déclare la TVA? Est-ce que c'est le commerçant? Est-ce que c'est la marketplace? C'est la marketplace qui va déclarer la TVA par définition, parce que c'est elle qui fait la vente. Et l'autre point par contre, c'est que vous allez quand même, parce que
vous allez quand même aussi devoir intégrer cet élément-là. Alors attention, qui déclare déclare est une chose, la paye est une autre, puisque vous, par définition, la marketplace, elle est considérée comme collectrice de TVA. Donc, vous allez quand même vous faire vos déclarations. Voilà, et ça, c'est un point super important à voir avec l'expert comptable. Et je rappelle à tout le monde la règle qui est qu'on va toujours partir du principe qu'on paie la TVA sur le taux de TVA du pays de destination. Donc, si vous vendez en Italie, c'est la TVA italienne qui s'applique. En France, la TVA française avec ses différents taux. En Belgique, la TVA belge, à condition que le produit parte de la France. Si vous faites du dropshipping et que le produit part d'un pays tiers, c'est encore une autre règle qui s'applique. Et là, nous ne sommes pas, nous, un cabinet de conseil sur ce sujet. Rapprochez-vous des experts comptables pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Normalement, il y a des notions de seuil en dessous desquels on gardait la TVA du pays France, c'est fini. C'est trop compliqué maintenant. Tous les experts comptables vous diront, vous appliquez la TVA belge si vous vendez en Belgique. Donc, ce qui veut dire que quand vous vendez des produits sur Amazon en Allemagne, Amazon va normalement collecter la TVA, mais vous avez quand même la déclaration à faire de votre côté. C'est des choses bien particulières. Rapprochez-vous des experts comptables. Attention aussi, les API et les éléments techniques des marketplaces ne sont pas aujourd'hui magiques et ne ressortent pas toujours comme il faut les éléments de TVA. Tous les agrégateurs de flux qui sont un peu plus souples là-dessus et qui permettent de gagner du temps. Voilà, c'est des vrais sujets aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Albert, je me permets de vous appeler ou par le pseudo ou par le prénom tel que c'est déclaré, mais voilà, il y a un sujet à traiter là-dessus. Hein. Et ça, j'insiste sur le côté expert comptable parce qu'il y a quand même des obligations réglementaires dans lesquelles il ne faut pas, des travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Voilà. Les contrôles fiscaux arrivent très vite là-dessus. Samuel, je passe à la slide suivante. Très bien, on va passer sur les bonnes pratiques, le cœur du sujet, comment vendre efficacement sur les marketplaces en 2025. Alors, oui, identifier les marketplaces idéales pour l'activité, c'est sûr qu'investir énormément pour une marketplace qui ne fait pas de vente, c'est un peu dommage. Si vous faites du B2B, par exemple, Mano Mano a un gros positionnement. Vous avez des marketplaces comme Metro et Rétif aussi. Vous avez beaucoup de marketplaces de niche auxquels on ne pense pas, mais qui existent dans nos cœurs de métier. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'environnement de la pièce auto, qui est un environnement très B2B. Il n'y a pas que Oscaro, Le Bon Coin, ou même Amazon ou eBay. On a des marketplaces dédiés, par exemple sur les pneumatiques, sur ce genre de choses. Optimiser le catalogue produit pour chaque marketplace, oui, parce que par définition, chaque marketplace a des contraintes différentes au niveau de ce qu'elle attend. Donc, il n'y a pas un standard technique, il y en a autant qu'il y a de marketplace. Ça, c'est un élément technique à bien appréhender. Vous ne ferez pas le job une fois, mais autant de fois qu'il y a des markets. C'est un des enjeux majeurs de l'agrégateur de flux. Le service client, par définition, vu que le consommateur n'est pas chez vous directement, vous ne pouvez pas l'appeler, il ne va pas vous joindre par téléphone. Il va falloir qu'il y ait le moins possible d'interaction. Alors, j'entends pas justement le service client exemplaire, réactif et personnalisé, c'est sûr. Plus le produit sera détaillé dans sa description, plus le produit sera précis et techniquement abouti, moins vous aurez de galères. Parce que l'internaute qui va vous contacter via le chat de la marketplace, il va falloir lui répondre très très vite. Ouais. Au-delà de ça, les marketplaces, ça valorise un service client qui est… Oui, bien sûr, ça c'est évident. C'est évident que il faut avoir l'œil là-dessus et pas rater une notification quand vous avez une question qui est posée à ce niveau-là. La politique de prix, oui, forcément, de toute façon, à partir du moment où vous allez sur une offre où il y a plusieurs millions de consommateurs, ne vous l'aurez pas, l'internaute fait le tour des prix. Hein. Donc, c'est sûr que si on prend, vous avez plusieurs typologies au niveau des markets. Vous avez celles qui vont se contenter d'un seul vendeur sur une seule offre. Donc, je vends une paire de chaussures, je suis le seul à les vendre. OK, très bien. Même si le prix est important, il est un peu moins que si vous êtes en multi. Si vous êtes multi-vendeur sur la même offre, ce qui est le cas de beaucoup de marketplaces, le prix va être un élément important dans le classement. Pas que. Le prix, la réputation, donc le service client et aussi le volume de vente, les fameuses étoiles de notation. La politique de stock, c'est sûr que si vous avez 10 produits en stock, chez vous, stock physique, que vous êtes présent sur 40 marketplaces et que chacune vous génère une commande, ça fait 40 commandes pour 10 produits, à 30 annulations, là ça crème. Donc attention aux politiques par rapport au stock et à la présence sur les marketplaces. Il est des fois plus malin de ne pas tout diffuser en même temps. Si vous savez que vous avez une marketplace qui cartonne, vous allouez le stock chez elle et vous ne mettrez pas le produit chez les autres. Pour éviter les ruptures et la gestion efficace de la commande. Gestion efficace de la commande, elle doit être traitée dans la demi-journée.
En termes de traitement, de toute façon, l'expédition par le transporteur, en général, c'est 1 fois par jour, la rotation de transport. Donc, de toute façon, on ne partira pas plus vite. C'est sûr que les commandes du matin, si elles peuvent être expédiées à 15 heures, c'est génial. Si elles arrivent après 15 heures, elles seront traitées le lendemain. C'est du classique. Expédition rapide et fiable, oui. Traçabilité. Traçabilité. Bien remonter les informations de transport à la marquette pour que l'internaute puisse de suite savoir par quel transporteur et où en est sa commande pour ne pas justement saturer de questions de où ça en est et je veux avoir plus d'infos. Voilà. Les API des transporteurs sont très bien faites, le suivi est très bien fait chez les transporteurs. Très vite, vous remontez l'information de tracking et de transport avec l'URL qui va bien et le consommateur final peut suivre directement puisque le produit n'est plus chez vous. Ouais, et c'est un fort critère de satisfaction, le fait d'avoir une bonne expérience de livraison. C'est ça qui va encourager la fidélisation notamment. Ah, complètement, complètement. Respecter les obligations légales et contractuelles, de toute façon, vous allez y être obligé de plus en plus. Donc, le RSGP en fait partie aussi, tout simplement parce que la marketplace est un tiers de confiance. Donc, elle ne peut pas réglementairement se permettre d'avoir quelque chose qui ne soit pas cohérent. Donc, vous êtes obligé de respecter sous peine de se retrouver même banni de la place de marché. Miser sur la publicité interne pour gagner en visibilité. De toute façon, elles vont vous y pousser parce que pour elles, c'est aussi des critères de marge. Il ne faut pas se leurrer, elles margent davantage, elles vont faire de la pub. Vous voyez le positionnement comme je vends en grande surface et la pub, c'est ma tête de gondole pour être davantage identifié. Voilà. Il y a des vrais bons retours là-dessus. Si on prend l'exemple premium, le plus mature, c'est Amazon, où quand vous êtes une marque, pas un distributeur, mais une marque, vous pouvez avoir carrément une boutique à vos couleurs, ce qu'on appelle des pages à plus à vos couleurs, avec de l'information enrichie, vidéo, texte et autres, plus de photos, plus d'éléments de rassurance et de la pub pour gagner sur le moteur de recherche. Quand on est sur une marketplace qui se lance, la publicité interne, on oublie. Elle ne sert à rien. Voilà. C'est plus quand on est sur une marketplace très mature. Ça va arriver de plus en plus. Voilà. Le Bon Coin est un peu sur un fonctionnement pareil. Moi, je suis très surpris des retours du Bon Coin pour certains de mes clients qui font du déstockage. C'est des volumes de vente très, très, très significatifs. Voilà. D'autres questions, Samuel? Non, ça c'était les 8 points essentiels. Si vous en voyez un autre qui sera important de rajouter. Les 3 T, tester, tester, tester. Une marketplace débarque, elle a besoin de marchands, soyez parmi les premiers à y aller. J'entends une marketplace avec une notoriété intéressante. Voilà. Tester, tester, tester. Fréquence. Voilà. Ok, très bien. On va passer sur la partie intégration de flux. Alors, si par contre, une autre pratique, excusez-moi Samuel, petit dernier critère, attention à la dépendance. Quand la marketplace est significative en termes de chiffre d'affaires, c'est important d'en ouvrir d'autres. On ne réduit pas ce qu'on fait avec celle-là. Personne n'a envie aujourd'hui, en 2025, de perdre du chiffre. Mais on réduit la dépendance. C'est-à-dire qu'on ouvre d'autres marketplaces en plus. C'est dangereux d'être que sur une seule. Si cette seule domaine décide de vous couper ou d'augmenter ses prix, vous allez être embêté. Démultiplier les canaux de présence. Ok, donc ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Dans un premier temps, on optimise la première, mais ensuite, très vite, on déroule. Ok. L'importance de l'agrégateur de flux. Alors, en l'occurrence, EasyFlux, mais le propos serait le même avec d'autres confrères, hein, soyons très clairs. Le site e-commerce, d'un côté, ou le RP, ou toute source en amont que vous avez de gestion du catalogue produit. Donc, j'entends par gestion du catalogue produit le titre produit, la description, les visuels, le code EN, le prix et le stock. Toutes ces informations-là. Ces informations-là doivent être communiquées depuis cette source. Alors, pour moi, de manière plus commune, c'est le site internet. Job, mais on a des cas où ce n'est pas le cas. Ça peut être un ERP, ce qu'on appelle un PIM, voire plein de solutions. Doivent être communiquées à toutes les marketplaces avec lesquelles vous allez contracter. Donc, l'agrégateur de flux a ce job-là, de prendre un flux, donc de la donnée entrante pour la diffuser partout où vous avez ouvert vos contrats, sans limitation de nombre, avec un enjeu, c'est d'être compatible avec les attentes de chacun de ces outils, de vous permettre simplement de faire le job de matching pour que vos produits soient au bon endroit dans les bonnes catégories, que les éléments descriptifs, les attributs, ce qui permet de savoir par exemple la couleur de mon pull, sa matière, sa taille, son grammage, ce conseil de lavage, que sais-je, soient bien renseignés par rapport aux attentes de chacune des marketplaces. Cet élément-là, c'est le cœur premier de l'agrégateur de flux. Je prends les produits, je les diffuse
avec aussi dans le tableau de bord la possibilité de mettre des règles en place, notamment sur limiter par rapport au stock, réécrire par rapport au référencement pour ne pas envoyer les mêmes datas, faire de l'ajustement automatique de prix. Il y a plein de critères qui peuvent être appréhendés dans ce but-là. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement fonctionnelles et attendues. C'est un attendu classique des agrégateurs de flux. Par définition, on va être un énorme gain de temps. Entre le faire à la main et passer par l'agrégateur, le vrai problème, c'est quand on a fait un gros job sur une marketplace à la main, qu'on va en ouvrir une deuxième et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas exporter depuis la marketplace tout ce qu'on a fait. Donc, on a beaucoup de marchands qui sont très embêtés parce qu'il faut dupliquer. Le job là-dessus, on va gagner sur une économie de temps. On va avoir une économie, effectivement, avec la maîtrise des coûts d'acquisition. On est plus dans ce cadre-là sur la notion même Google Shopping, voire affiliation. Là où, pour moi, il y a un vrai gain, c'est qu'une fois qu'on a diffusé les catalogues produits, on a aussi le deuxième élément, il y en a 3 en tout pour moi dans l'agrégateur de flux qui sont clés. Le deuxième élément qui est la récupération et la centralisation des commandes. Il n'est pas question d'aller sur chacune des markets suivre, je ne dirais pas quotidiennement, on est plutôt à l'heure, les commandes. Elles vont être directement récupérées pour être réinjectées, des fois même en automatique, dans votre CMS. Donc vos commandes sont traitées comme des commandes classiques site. Même si vous savez dans l'outil, je prends un exemple bête avec un PrestaShop, on saura que c'est une commande Amazon. Elle sera quand même bien identifiée. Et quand la commande est expédiée, l'agrégateur aussi va donner l'information à la marketplace de l'expédition avec le tracking et les informations du transporteur. L'enjeu, il est là. Diffusion de l'offre, étape 1. Récupération des commandes, étape 2. Tracking et suivi des expéditions, étape 3. Et le tout avec une fréquence la plus dense possible. On arrive à des fréquences de quelques minutes aujourd'hui. On est souvent limité par les problématiques d'API côté marketplace, de puissance serveur côté agrégateur. Chez nous, on arrive à la gérer. Et surtout, de puissance serveur côté CMS. Attention, si vous avez un WooCommerce hébergé sur un serveur mutualisé à, une bêtise, à 10 € par mois, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas faire du temps réel avec les marketplaces parce qu'aussi fréquemment qu'on va venir, on va avoir un problème de réponse de votre serveur. Attention à ça. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, s'il y a des questions dans l'assemblée ou sur le chat. Samuel. Petite question, oui, ce serait à partir de quel point l'intégrateur de flux devient indispensable? C'est-à-dire à partir de quelle quantité de produits, de quel nombre de marketplaces? Alors, on va le voir sur deux paramètres, sur 3 paramètres même. Quantité de produits, nombre de marketplaces et nombre de commandes. Aujourd'hui, on a des clients qui font le record pour un client va être de milliers de commandes de jour. C'est ce qu'on voit, on en a même des beaucoup plus, mais voilà. Passer 100 commandes de jour facile, même passer 40 commandes de jour, un agrégateur a du sens. Passer 3 marketplaces, l'agrégateur est indispensable. Sur un catalogue de plus de 50 produits, il est indispensable. Voilà. Au moins pour la phase de mise en place. Ok, très bien. Donc, il y avait une question sur le chat. Est-ce que la marketplace informe fisc des ventes effectuées par les vendeurs? En toute logique, elle doit déclarer la TVA. Donc oui, ce qui veut dire qu'il y a quand même une obligation de transparence. Oui, de plus en plus, elle va être contrôlée pour ça dans son rôle de collecteur de TVA. Alors, est-ce qu'elle reverse de la TVA avec le détail des vendeurs ou pas? Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que vous avez obligation, vous, d'exporter à première demande par le fisc un export comptable, ce qu'on appelle un fichier en norme FEC, faute de quoi, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 35 000 € d'amende. Donc, voilà, ça c'est un point super important. Donc, on sait que, voilà, on parle de sujets un peu sensibles. Et si vous n'hésitez pas, je vois Albert, n'hésitez pas, vous aurez nos coordonnées en sortie du chat. S'il y a des questions plus poussées, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Ok, la prochaine question, elle fait écho à la slide suivante, si vous avez fini avec celle-là. Bien sûr. C'est quels sont les coûts associés à l'utilisation d'EasyFlux et comment cette solution se rentabilise-t-elle pour un e-commerçant? Alors, premier élément, elle se rentabilise par le gain de temps. Voilà. C'est le gain de temps qui fait la rentabilisation. C'est-à-dire qu'en gros, utiliser EasyFlux, si on ne fait pas de commande, n'a aucun intérêt. Si on a un catalogue de 3 produits, ça n'a aucun intérêt, on va le gérer à la main. La rentabilisation d'EasyFlux, elle se fait sur le fait que vous avez un coût fixe, quel que soit le nombre de marketplaces. Donc, que vous en mettiez dans un abonnement à 99 €, une marketplace ou 50, j'extrapole, EasyFlux vous coûtera 99 € par mois. EasyFlux a un modèle avec un abonnement
il y a un coût supplémentaire de quelques centimes par commande. Alors, je précise bien, ce n'est pas un pourcentage sur les ventes. C'est un coût à l'usage par commande au-delà de 100 commandes par mois. Donc, je vous souhaite d'avoir ce coût-là, qui est des fois de quelques euros. Je crois que j'ai des clients pour qui on facture 3 euros par mois. C'est ridicule. Mais au-delà de 100 commandes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que vous faites déjà 100 commandes. Les 100 premières commandes, on les inclut dans l'offre. Voilà. Point super important, vous n'avez pas d'engagement dans le temps. Autrement dit, un abonnement EasyFlux se prend et se résilie d'un mois sur l'autre sans difficulté. Et comme on est assez convaincu de notre fait, le premier mois est toujours offert. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez tester EasyFlux pendant un mois gratuitement, vous dire ça me convient pas, j'y vais pas, j'arrête, pas de souci. J'y vais, c'est parfait, je pourrai arrêter quand je veux. Je crois que nous sommes à l'heure actuelle un des rares agrégateurs du marché français à ne pas faire d'engagement annuel. On est au mois le mois, avec du test gratuit, vous arrêtez quand vous voulez. Deuxièmement, vous avez énormément de sur-mesures possibles chez nous sur devis. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas de figure. Vous voyez, par exemple, on a des clients qui n'ont pas de site internet. On va le connecter à leur ERP. Souvent, on le fait à nos frais. On facture en dev. Voilà, on va rajouter des marketplaces quasiment tous les mois. Voilà. Si elle n'est pas listée dans notre panel, sollicitez-nous. Parce que quelque part, peut-être qu'elle est intéressante pour tout le monde et qu'on va la rajouter. Voilà, on a énormément d'usages divers et variés d'EasyFlux, même inclus dans ces abonnements-là. Donc, l'intérêt, après, soyons très clairs. Si vos ventes sur les marketplaces ne vous dégagent pas une marge significative qui fait que notre coût est un coût marginal et que notre coût devient représentatif, c'est que vous avez un problème de rentabilité. Voilà. Soyons très clairs là-dessus. Je ne me moque pas, je ne suis pas dans la provocation. Mais si, je prends un exemple tout bête, vous avez un catalogue de moins de 100 références et que sur les marketplaces, les 99 € de marge, c'est quelque chose de léger, arrêtez de suite. Voilà. Notre coût, normalement, c'est du gain de temps. Notre coût, si vous regardez, doit correspondre à un gain. On fait économiser en général 3 heures faciles par jour. Donc 3 heures par jour reportées sur un mois, votre temps n'y vaut plus que ça. Voilà. Et voilà, après, je ferai même pas de comparatif avec le marché de manière générale et mes confrères, parce que vous allez trouver de tout à tous les prix en termes d'agrégateurs. Attention aux fausses promesses. Quand vous êtes engagé à l'emmener, que la promesse du commercial, elle a été magique, et que derrière, vous vous rendez compte que ça ne fera pas ce que vous voulez, mais que vous êtes piégé, attention. Voilà. J'insiste bien là-dessus. 0 engagement dans le temps et test gratuit pendant un premier mois, pendant un mois complet. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir le support et l'assistance. Bien sûr, on est connecté à tous les CMS, PrestaShop, Shopify, EasyShop, Oxatis, WooCommerce, j'en passe et des meilleurs, Magento, Octave, SoluSquare et autres. Voilà, je crois qu'on a une quarantaine de connecteurs sur des CMS et des ERP, plus à peu près 200 marketplaces, voire plus connectés. 200, je ne compte pas les déclinaisons par pays, sinon on frôle le millier. Voilà. D'autres questions, Samuel ? Est-ce que vous voulez faire un point sur les comparateurs de prix compatibles également? Les comparateurs de prix compatibles, il faut partir du principe qu'on est compatible avec tous les comparateurs. Le comparateur de prix, il a besoin d'un flux très simple, produit en amont. Donc, les comparateurs de prix ne sont pas un souci. Tout comparateur de prix est automatiquement compatible avec EasyFlux. Si je le dis à l'envers, EasyFlux est automatiquement compatible avec tout comparateur de prix. Ce sont des flux très simples, les comparateurs. Les marketplaces, c'est différent parce que en fait, la compatibilité vient à la fois de la publication des offres, de la récupération des commandes et de l'information de tracking. C'est un peu plus compliqué en connexion. Comparateur, c'est de la pub, donc c'est un flux très simple. Le plus standard étant Google Shopping aujourd'hui. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités d'EasyFlux que vous souhaitez mettre en avant, qu'on n'aurait peut-être pas évoquées? Je pense notamment au repricing. Alors voilà, oui. Le repricing est une fonctionnalité très forte chez nous, c'est-à-dire en clair le fait de pouvoir ajuster ses prix en fonction de critères de la concurrence qui vous appartiennent, à ceci près qu'on va vous imposer de nous renseigner le prix le plus bas en dessous duquel il ne faut pas aller. Notre algorithme permet de descendre jusqu'à ce prix. En clair, je vends un produit à 50 €, le vendeur le moins cher est à 20 €. J'ai renseigné dans EasyFlux que moi, je ne voulais pas descendre en dessous des 15. Pas de problème, je m'arrêterai à 20. Et si à un moment donné, je vois que je ne suis pas le moins cher, je peux descendre. Je ne descendrai jamais en dessous du prix plancher, mais je peux remonter aussi. Si demain, en dessus de moi, il n'y a plus personne, je vais remonter mon prix. Le repricing a cette particularité-là. Attention,
aux faux amis du repricing, par contre. Le vrai problème des outils de repricing, c'est que souvent, c'est des outils qui font baisser la marge. Parce que la tentation de vendre moins cher, elle est très forte. Ça augmente un peu les volumes. Mais si vous n'avez pas le garde-fou du prix bas, vous vous rendez compte très tardivement, et c'est uniquement l'expert comptable qui vous en fait part, que le prix bas était en dessous de votre prix de vente. Donc ça, c'est un point très dangereux. Mais par contre, ça marche très très bien. On peut repricer en allant interroger et avec des stratégies en allant interroger les API des markets. Alors, point important, vous n'êtes pas obligé avec EasyFlux d'avoir la même stratégie de prix pour chaque marque, pour toutes les marketplaces. On peut faire du repricing différent par place de marché, sans aucune difficulté. Pour moi, ça, c'est un des outils. Le moteur de règles qui permet aussi de changer les titres et les descriptions en fonction de votre positionnement SEO. Je dirais tout le sur-mesure qu'il y a derrière et l'accompagnement. Voilà. Ça, pour moi, c'est un des enjeux clés. La compatibilité native avec PrestaShop, par exemple. Voilà, le fait de pouvoir s'adapter. On a une très grande connaissance des CMS, surtout les open source. Donc, ce n'est pas un souci pour nous de customiser le module EasyFlux à installer sur un WooCommerce ou sur un Presta par rapport à vos besoins. N'oubliez jamais que EasyFlux est édité par l'agence CibleWeb. CibleWeb fait partie aujourd'hui en tant qu'agence du top 10 des plus grosses agences PrestaShop. Donc, on a une vraie connaissance de cet environnement-là. D'accord. Donc, au-delà des CMS listés, il est possible de faire du développement sur mesure. Ah, complètement. Okay. Complètement. Partir d'un fichier Excel et faire de l'EasyFlux avec un fichier Excel ne pose aucun problème. Partir sur des cas un peu plus compliqués où vous voulez vous connecter à des API, où vous voulez même que vos équipes techniques gèrent eux-mêmes le développement et accès à notre API, il n'y a aucun souci. On a tous les cas de figure qui existent là-dessus aujourd'hui. On est vraiment dans l'ouverture. Et quoi qu'il en soit, toujours les mêmes contrats, pas d'engagement dans le temps. On est super open là-dessus. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Hop là, je descends un peu. Ouais. Y a-t-il des questions? Je crois qu'on arrive. Il reste encore un slide. Il va plutôt être. Non, on est à la fin là. Voilà. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Première chose, sur le site EasyFlux, vous avez la possibilité de faire un test gratuit. Donc, je dirais, jetez-vous dessus de manière assez avide, ça ne vous engage à rien. Vous serez recontacté systématiquement par un collaborateur. On n'ouvre pas EasyFlux à des gens qu'on n'a pas eu au téléphone, de façon à requalifier le besoin. C'est super important pour nous et ça vous permet de bénéficier gracieusement, même en amont, d'un conseil. Voilà, vous pouvez passer 1 heure au téléphone avec un collaborateur en amont, ça ne pose aucun problème. Voilà. Sur des questions fines de TVA et autres, n'hésitez pas, vous avez une zone demande d'infos sur le site, vous faites une demande. Même moi, je vais me renseigner, je suis même prêt à vous rappeler personnellement. Voilà. Ça fait partie des enjeux très forts là-dessus. Gestion, catégorisation, segmentation de l'offre, gestion des commandes, gestion des expéditions. Ouverture au market, on en intègre quasiment tous les mois. Je crois qu'on n'en a pas encore fait en janvier, mais je crois qu'on en a intégré une dizaine en décembre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si elle n'est pas listée, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Et servez-vous bien des markets. Voilà, je pense à un exemple comme Minto, qui est l'équivalent de la Redoute en Pologne, ou Worten, qui est une grosse marketplace portugaise. Chaque pays a ses régionaux de l'étape. Profitez-en. Voilà. Donc, je suis ouvert à vos questions, n'hésitez pas. Très bien, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Nous, de notre côté, on va se retrouver dans 2 semaines, le 29 janvier, pour un webinaire qui sera consacré à Amazon, aux bonnes pratiques pour vendre sur Amazon spécifiquement. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je reste à votre disposition encore une petite minute. N'hésitez pas pour les questions. Indiquez-moi si même si vous pensez que le webinaire est hors sujet ou si au contraire c'était clair pour vous. A priori, je vois qu'on n'a pas perdu de participants en cours de route, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair pour vous. Bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Encore vous renouveler mes voeux de bonne année pour cette année 2025, qu'elle soit heureuse et prospère en termes de business. Et puis, bienvenue dans l'environnement des marketplaces. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.